Nous avons beaucoup de chance ce matin. Merci Aurélien Rousseau d'être avec nous ici ce matin sur FHP Direct. Vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, l'agence régionale de la ville capitale. Donc la plus grosse agence, la plus importante. Oui, absolument. Agence. Les agences régionales de santé vont bien ? Les agences régionales de santé vont bien parce qu'elles ont du travail, elles savent où elles doivent aller, à la fois parce que Ma Santé 2022 fixe le cap, et à la fois parce qu'on a des défis devant nous, la territorialisation de nos politiques, une attention plus forte aux territoires, à leur évolution, aux attentes de la population, et de ce point de vue-là, comme dans d'autres secteurs, le grand débat national nous a quand même beaucoup éclairé sur les attentes de nos concitoyens. Je ne vous vise pas vous, mais pourquoi les agences régionales de santé sont-elles si souvent attaquées ? Elles sont attaquées sans doute parce qu'elles mènent des politiques qui aujourd'hui sont devenues la priorité et la préoccupation, voire même l'angoisse numéro 1 des Français. C'est ça qui ressort du grand débat. Et donc oui, elles régulent, elles organisent, et de ce point de vue-là, sur 3 sujets, elles sont au cœur des préoccupations. D'une part, l'accès aux soins, donc tout ce qu'on doit faire pour lutter contre les déserts médicaux, on en parlera parce que Ma Santé 2022 nous donne des outils, mais on n'est jamais à la hauteur de tout ce qu'on doit faire. Elles sont aussi au cœur parce que oui, elles sont garantes de la qualité et de la sécurité des soins, donc on est amené quelquefois à faire des transformations, à faire des évolutions, en dialogue avec les élus, mais ça n'est jamais quelque chose de facile pour un territoire. Et elles sont aussi au cœur de la régulation financière des hôpitaux, et la situation sociale dans les hôpitaux les interroge aussi. Donc, comment dirais-je, en 9 ans, les ARS sont devenues centrales dans le paysage. Donc on peut se dire que c'est un point positif, et si personne ne les critiquait, ça voudrait dire qu'elles n'existent pas. Vous voulez dire un peu victimes de leur succès ? Victimes de leur succès, et puis aussi challengées sur ceux où elles doivent progresser. Personne ne doute qu'on doit progresser, notamment dans notre capacité de dialogue sur les territoires avec les élus et dans tout le champ de la démocratie sanitaire. Oui, on a aussi des reproches parfois, je ne parle pas nécessairement de la vôtre, mais d'une manière générale, parfois des fonctionnements autoritaires, difficiles, durs. On l'entend chez les hospitaliers, peut-être un peu même, parfois technocratiques, dit-on. Nous sommes une agence de régulation, nous sommes une agence régalienne qui donne des autorisations, qui évalue, qui quelquefois prend des décisions difficiles parce que en termes de volume d'activité, de qualité des soins, on n'est pas au niveau, donc ça c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'on a une histoire, et aujourd'hui il faut qu'on apprenne à ce que ça ne soit pas nous qui forcions les acteurs à rentrer dans nos cases, mais que parfois nos cases s'adaptent à la volonté, à la dynamique qui remonte des territoires. C'est un nouveau discours ça ? Vous aviez peut-être un peu oublié, non ? Je ne pense pas qu'on l'ait oublié. D'abord, ce sont des compétences et une culture spécifique. Et puis après, très franchement, en France, la passion pour l'égalité, pour le principe d'égalité, fait que quelquefois, on mélange principe d'égalité et uniformité de la politique publique. Ce qu'on doit apprendre, c'est à différencier nos actions pour être plus performants sur les territoires. Et alors, dans le fond, peut-être faudrait-il, je voudrais avoir votre avis, est-ce qu'il ne faudrait pas vous donner peut-être encore plus de pouvoir, décentraliser plus fortement notre système de santé à vous ou à des instances réellement territoriales ou régionales ? Vous pourriez répondre à ça ? Moi, je pense aujourd'hui que le périmètre de nos compétences, il est déjà très élevé, qu'on a une nécessité de mieux s'articuler avec d'autres acteurs, des acteurs comme l'assurance maladie, mais comme les élus, comme évidemment les services de l'État. On le fait au quotidien, mais on doit franchir une étape de plus. Et je pense que nous sommes, si vous balayez Ma Santé 2022 sur une très grande partie des actions, c'est nous qui devons driver, pour prendre un très beau terme français, ces actions. Et donc déjà, réussissons à cette étape-là, puis on verra ensuite si on doit pousser plus loin. Avec la sécurité sociale, l'assurance maladie, la CNAM, vous devez gérer le pilotage de la médecine de ville, surtout. Oui, on doit sur encourager... laquelle vous aviez jusqu'à présent, peu de... Mais en Île-de-France... Votre bras de levier était un peu faible. Oui, mais en Île-de-France, par exemple, 76% de la population vit dans des territoires où l'ARS et l'assurance maladie aident à l'installation, donc aident à l'installation les médecins libéraux, les CPTS dont les ARS vont devoir valider les projets de santé sont des regroupements libéraux. Donc oui, là aussi, on doit apprendre à travailler avec des acteurs
vous le disiez vous-même, avec qui on n'avait pas des relations forcément au quotidien. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut apprendre, il faut acquérir des compétences parce que l'animation territoriale, le pilotage, l'adaptation, le fait de jouer aussi avec les règles pour être plus performant, ça n'est pas un truc qu'on invente en quelques minutes. Avec la CNAM, on a vu, avec les maires. Alors, on a un peu l'impression depuis les événements sociaux Gilets jaunes, que effectivement aujourd'hui le maître mot c'est il faut parler avec les élus et en particulier avec les maires. Alors là aussi vous avez eu des instructions où vous vous êtes saisis. Vous pensez vous-même au fond que c'est important de travailler avec les élus? Parce que vous savez, on ne peut plus fermer un hôpital, a dit le président, sans avoir l'accord de maire. Et d'une clinique d'ailleurs, je me posais la question. Il y a deux questions si je puis dire. La première, oui, c'est fondamental de travailler avec les élus. Pas pour dire qu'on sera toujours d'accord sur tous les sujets. Mais ce que les élus n'acceptent plus aujourd'hui, c'est le sentiment que des décisions tombent d'en haut, tombent de nulle part, qu'ils n'ont pas été en mesure, y compris peut-être, de mettre leur pierre pour résoudre le problème. Donc oui, là-dessus, on le fait beaucoup, mais je crois qu'on doit le faire encore plus et le structurer. On a tous les mois, avec les présidents des associations d'élus au niveau du ministère, un groupe contact. On s'aperçoit aussi que les enjeux de santé, au fond, on a sans doute trop peu porté, dialogué pour faire progresser nos conceptions. Et puis oui, vous avez raison de le dire, c'est un sujet qui s'adresse beaucoup à l'hospitalisation publique, mais qui s'adresse aussi à l'hospitalisation privée. Et les restructurations, les fermetures de cliniques, elles ont aussi un gros impact territorial. Et je crois, et je compte aussi sur la fédération, pour que cette culture collective du dialogue et de l'attention au territoire, elle soit partagée du côté du public, mais aussi du côté du privé. Ils le savent, la Fédération de l'hospitalisation privée, que... Vous savez, avec Lamine Garbi, et ça fait plusieurs années... Qui a l'air d'être assez attentif à vos ça fait propos. Plusieurs années, quand on a des choses à se dire, on se les dit. Et donc, je pense qu'on est assez conscients tous les deux de la réalité aussi de ce qu'attendent nos concitoyens au-delà des sujets politiques stricto sensu. Ça ne veut pas dire aussi que ça va vous rendre à vous et à vos collègues, confrères et consoeurs, directeurs d'agences régionales, la vie impossible. C'est-à-dire on sait bien la réalité, la vraie vie. C'est-à-dire que le maire va immédiatement appeler la ministre, qui va peut-être l'écouter, non? Ou le président, ou le Premier ministre. Alors, comment vous allez faire? On va faire... les gérer. D'abord, c'est l'orientation qui est fixée. Moi, je suis convaincu qu'en fait, avec un travail qui est fondé sur la transparence et la loyauté avec les élus, on est capable de faire des choses importantes. Évidemment, quand on dit fermeture d'hôpital, aujourd'hui, il y a très peu, quasiment pas de fermeture d'hôpital. Il y a des restructurations, des évolutions. Et on a aussi, grâce à Ma Santé 2022, c'est pas juste quelque chose qui consisterait à dire que c'est l'attrition de l'offre. Avec les hôpitaux de proximité, on est capable de proposer aux élus une solution d'organisation territoriale des soins qui n'existait pas il y a quelques mois. Donc je pense que le dialogue, il existe. Le fait que, évidemment, les élus puissent s'adresser à la ministre, au président, dire c'était le cas avant, ça sera le cas après, mais à nous d'être vraiment dans un dialogue confiant, loyal, et pas simplement dans l'idée de dire que c'est la pédagogie qui manque. On peut trouver de meilleures solutions après le dialogue avec les élus, ça c'est certain. Qu'est-ce que ça va être un hôpital de proximité, Aurélien Rousseau? L'hôpital de proximité, d'abord c'est un vrai hôpital. C'est un vrai hôpital dans lequel il y a des lits de médecine, mais la loi telle qu'elle est aujourd'hui discutée, il n'y a pas de chirurgie et pas de maternité. Mais après, on a de la médecine, on a un plateau technique quand même, on a de la SSR, on a de l'ambulatoire. On n'aurait pas besoin de faire un peu de maternité parce que les Français, vous savez, dans les ronds-points ou dans les réunions, se sont beaucoup plaints de ce problème de ne pas pouvoir naître, enfin de ne pas pouvoir accoucher. Dans sa région, en plus avec des possibilités d'accidents de naissance. Ce sujet, on le connaît tous, il est très préoccupant. Quand on dit hôpital de proximité, ça ne veut pas dire de fermer les maternités dans des endroits où tout allait bien et puis tout d'un coup on dit il n'y en a plus. C'est des endroits où on est sous la ligne de flottaison en termes de ressources humaines médicales, en termes de qualité des soins et en termes de sécurité des soins. C'est ça le sujet. Au quotidien, les équipes d'une agence régionale de santé, elles se bagarrent pour faire venir des médecins, pour maintenir les maternités en état de fonctionner. Et quelquefois, on constate qu'après cette bagarre, mais on n'arrive pas à tenir l'objectif. Et à la fin du jour, le sujet,
ce qui doit nous conduire à être extrêmement lucide, c'est la qualité et la pertinence et la sécurité des soins. Parce que autant on peut évidemment être extrêmement préoccupé et sensible aux enjeux d'aménagement du territoire, autant si on n'enverrait pas ou ne conseillerait pas à sa propre fille d'aller accoucher dans une maternité, à ce moment-là, quand on est lucide avec soi-même, on doit aussi se dire qu'il y a un problème d'égalité dans la qualité de l'accès aux soins. Un hôpital de proximité, ça pourrait être géré par le service public, mais aussi par les privés? La loi là-dessus, elle est très ouverte. Alors, il y a une lecture au Sénat qui va commencer, peut-être une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Mais oui, aujourd'hui, elle est très ouverte et notamment, je pense, que les hôpitaux de proximité qui pourront être sur des sites, ils vont devoir aussi s'appuyer éventuellement sur des groupements de coopération sanitaire, sur des choses innovantes entre le public et le privé, ça ne fait pas de doute. Il y en aurait combien dans un temps d'hôpitaux de proximité réellement appelés hôpitaux à peu près? Moi, pour se donner une idée. Je ne sais pas en fait, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que partout où ce sera possible, on les mettra en œuvre. Et on oublie de dire, enfin en tout cas on ne l'a pas dit, c'est que les hôpitaux de proximité, c'est aussi un autre mode de tarification. C'est que la justification du maintien de cette offre sanitaire, elle ne peut pas passer par le même mode de tarification classique à l'activité. Et donc oui, les hôpitaux de proximité, c'est aussi comme ça qu'on assurera la pertinence des soins et donc pas la course à l'acte sur des territoires. Voilà, on sait, vous avez en tête ce point essentiel qui est qu'aujourd'hui, il y a des hôpitaux, des petits hôpitaux dans lesquels la pertinence des soins est fortement interrogée parce qu'en fait, ils sont amenés à le faire pour faire de l'activité. D'accord, et vous travaillez sur ces questions de tarification, de ce que C'est un sujet dans le cadre de la réforme nationale, dans le cadre aussi de la task force pilotée par Jean-Marc Aubert. Mais je dois confesser que ça n'est pas en Île-de-France que l'on aura le plus d'hôpitaux de proximité dans les années à venir. Dites-moi, un mot sur les CPTS, une deuxième question sur la situation sociale des hôpitaux. On n'oublie pas que vous avez fait un rapport récent sur la situation, le management dans les hôpitaux. Alors, premièrement, les CPTS, ça va marcher? C'est oui. Pas un grand fourre-tout, non? Ça va marcher? Les CPTS, je crois que ça va marcher, pas parce que c'est décidé d'en haut, parce que l'exercice coordonné, c'est une condition pour mieux prendre en charge les patients et il faut le dire, c'est une condition pour l'attractivité de l'exercice libéral. Les jeunes professionnels, ils veulent travailler en coordination, pas forcément entre quatre murs ensemble, mais en coordination. Donc oui, ça marche. Il y aura des CPTS qui sont le résultat d'un engagement de longue date de certains médecins qui sont militants de la cause de la santé publique, mais il y aura aussi des CPTS comme un mode normal désormais d'organisation et l'accord qui, j'espère, va se dessiner au niveau conventionnel fait qu'on n'est pas sur quelque chose où il faut cocher 25 cases pour être une CPTS. La CPTS, c'est l'initiative des médecins, c'est quelques missions socles et c'est un déploiement dans la durée. Donc je ne pense pas que c'est une usine à gaz. Et ça répondra aux grandes questions de démographie médicale, d'urgence, de permanence des soins, à votre avis? Alors, je me raconterai des histoires et donc je vous en raconterai en disant que la CPTS, c'est la pierre philosophale. Ce qui est sûr pour moi, c'est que c'est une brique de l'organisation des soins sur les territoires qui est aujourd'hui indispensable et qui peut créer des dynamiques. Ça ne va pas tout résoudre, mais oui, sur l'organisation du soin non programmé, c'est une des missions socles qui sera celle des CPTS. Oui, le dialogue ville-hôpital, hôpital ou clinique, médico-social, ville, il va être organisé aussi dans ce cadre-là. Donc je pense que c'est une brique indispensable, c'est une condition nécessaire qui ne sera pas suffisante pour répondre à tout, mais indispensable pour franchir une étape. Bon, l'ambiance dans les hôpitaux, vous avez fait un rapport, vous recommandiez un certain nombre de mesures de management des structures hospitalières. Aujourd'hui, l'ambiance dans les hôpitaux, surtout à Paris, elle est toujours celle d'une revendication d'avoir du sens, de retrouver du sens dans l'acte de soigner, dans la spécificité de ce qu'on fait à l'hôpital et en particulier à l'hôpital public. Après, je crois que les décisions, que ce soit sur le dégel, sur les tarifs cette année, ont montré la prise en compte d'une partie des attentes par l'État. Donc je ne dis pas du tout que tout va bien. Il y a beaucoup de travail sur le sens à faire. Il y a des endroits où il y a des réponses spécifiques à apporter sur des sujets particuliers. Mais je crois aujourd'hui en effet
que le sujet, il repose beaucoup sur redonner du collectif, mais pas que de l'organisation. Oui aussi, il y a le sujet des moyens, et cette année, le gouvernement a montré qu'on répondait sur ces questions des moyens. Merci beaucoup à Aurélien Rousseau d'être venu nous voir sur le plateau de FHP Direct. Merci. Bon salon. À bientôt.